Show. Nous sommes en 1995, aux abords de la ville de Canovanas, à Porto Rico. Un fermier se lève, comme chaque matin, pour aller s'occuper de son bétail. Tout est calme et silencieux. Trop silencieux peut-être, car il n'entend pas un seul bruit. Il ressent une pointe d'appréhension lorsqu'il pousse la porte de la grange. Ses animaux sont bien là, mais quelque chose ne va pas. Ils sont tous prostrés dans un coin, apeurés. Leurs regards sont figés dans la même direction. Alors, le fermier tourne la tête et découvre quelque chose d'inimaginable. Le corps sans vie de l'une de ses chèvres gît à même le sol. La dépouille est difforme, tordue, exsangue. Il s'approche et remarque une morsure qui perce le cou de l'animal. Il distingue deux marques, 2 incisions parfaitement circulaires. Ce fermier n'est que le premier témoin de ces atrocités, car d'autres habitants commencent à retrouver leurs animaux morts. À chaque fois, les dépouilles présentent les mêmes marques de morsure, nettes et précises sur le cou. Une seule question se pose. Quelle ignoble créature a bien pu accomplir une œuvre aussi ignoble et dérangeante? Pour le savoir, il faut attendre le témoignage d'une femme nommée Madeline Tolentino, qui affirme avoir fait une rencontre terrifiante. Ce jour-là, elle rend visite à sa mère, lorsqu'elle aperçoit une étrange créature devant chez elle. La chose mesure environ 1,20 m. Sa peau est verte ou grisâtre. Elle possède des yeux rouges et brillants. Son dos est couvert de pics. La mère de Madeline tente alors d'attraper la créature, mais cette dernière lui échappe et s'enfuit vers la forêt. Très vite, toute l'île de Porto Rico est gagnée par l'inquiétude. Le maire de Canovanas de l'époque, José Soto, prend l'affaire très au sérieux. Il organise des battues, des chasses nocturnes et des expéditions dans la jungle, notamment dans la forêt del Yunque. Alors que la population sombre peu à peu dans la paranoïa et la panique, le maire lâche une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Selon lui, la créature pourrait bien être un extraterrestre. Après ça, chacun y va de sa théorie. Nombreux sont ceux qui croient en l'hypothèse d'un extraterrestre. Certains pensent qu'il s'agit d'un animal génétiquement modifié, qui se serait échappé d'un laboratoire. D'autres tentent de se montrer plus rationnels et parlent de chiens contaminés par la gale. Mais les chiens galeux n'aspirent pas le sang d'autres animaux. Personne ne sait vraiment ce qui est en train de se passer, mais la panique ne fait que s'amplifier davantage. Très vite, un nom commence à circuler sur l'île, celui du Chupacabra. Pour ceux qui l'ignorent, ça veut littéralement dire le suceur de chèvre, alors je vais continuer à le dire en espagnol. Là, ça devient intéressant, parce que l'histoire du Chupacabra ne s'arrête pas à Porto Rico. De nouveaux témoignages apparaissent au Mexique, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Si la peur du Chupacabra reste la même partout, sa description varie selon les régions. À Porto Rico, la créature est perçue comme un alien. Ailleurs, on la voit plutôt comme une sorte de chien mutant. Mais toutes ces affaires finissent par se tasser, sans que personne n'obtienne le fin mot de cette histoire. S'agit-il d'un énorme cas de paranoïa collective? Ou est-ce que le Chupacabra existe vraiment? Est-il toujours là quelque part, près de nous, à attendre la nuit tombée pour se nourrir? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais ça ne m'empêchera pas de vous raconter quelques histoires. Pour changer un peu, je vous propose de commencer avec l'extrait d'un reportage de la télévision portoricaine. Mais j'aime autant vous prévenir. Accrochez-vous car ce que vous allez voir est plus que troublant. À Porto Rico, le début de l'année 1996 ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Dès les premiers jours du mois de janvier, les habitants sont menacés par une bête sanguinaire qui sévit la nuit. Yo vivo en aquel lado de allá, aquella casa allá, y a las 3 de la mañana yo sentí esos gritos que hacían. Impuissants, les fermiers voient leur bétail se faire décimer, nuit après nuit. Chaque matin, ils retrouvent des douzaines de cadavres d'animaux, qui sont tous morts de manière identique. Pourtant, ils n'ont pas été frappés par la maladie. Non,
Ils ont été sauvagement tués par une bête féroce qui laisse sa marque dans leur chair. 2 perforations nettes, parfaitement circulaires, et surtout, des carcasses vidées de leur sang. Voilà la signature de la bête. 1 an après les événements de Canovanas, le même scénario se reproduit encore une fois. Bueno, en la que degollamos no tenía sangre, tenía si acaso alguna onza de sangre, no botó nada más. Sin sangre, elle n'a plus de sang. Mais alors, quelle infâme créature peut bien commettre des actes aussi atroces ? Cette affaire prend rapidement de larges proportions et terrifie les habitants de l'île. Les vétérinaires dépêchés sur place rapportent que les blessures présentes sur les cadavres ne sont pas compatibles avec des morsures de chiens, de singes ou de n'importe quel autre animal. La police est également mêlée à cette affaire et prend chaque déposition très au sérieux. Cependant, ils ne peuvent apporter aucune réponse aux habitants, désemparés et terrifiés. Pourtant, des rumeurs se font entendre. Les murmures persistants deviennent des cris d'alerte. Les portoricains le savent, le Chupacabra est revenu. D'après les rapports de police, des centaines d'animaux auraient perdu la vie. Le gouvernement a lancé des investigations officielles, sans succès. Désemparés, les habitants eux-mêmes tentent de chercher des réponses. Mais au final, la question reste en suspens, puisqu'aucune de ces supposées créatures ne sera capturée. Vous comprenez maintenant que le Chupacabra n'est pas qu'une simple histoire inventée pour faire peur aux enfants. Non. Quand une créature peut à elle seule terroriser une île tout entière, c'est bien plus que ça. Nous enchaînons maintenant avec 2 histoires que j'ai trouvées sur Reddit. Pour commencer, voici l'histoire de l'Atae 2000, que nous allons renommer Léo. Le récit de Léo prend place au mois de novembre 2002. Il a 24 ans et est étudiant à l'université de Valparaiso, au Chili. Ce soir-là, il quitte les cours à 19h, après un examen. Il prend sa voiture pour rentrer chez ses parents, qui habitent la ville de Melipilla, à 120 km de là. Léo nous précise que le mois de novembre dans l'hémisphère sud correspond au printemps. Les températures sont douces et aussi entre 15 et 20 degrés. Il décide d'emprunter une route de campagne, bordée de champs verdoyants et de montagnes aux sommets enneigés. Le paysage est sublime, mais l'endroit est complètement reculé. Durant son trajet, il croise à peine quelques véhicules. Vers 22h, alors qu'il entame un virage le long d'une colline, quelque chose surgit devant lui. Un hibou qui heurte son pare-brise. Léo freine immédiatement. Il descend du véhicule et s'approche de l'oiseau. À l'aide de son pull, il le récupère délicatement, de façon à éviter de le blesser, ou que l'animal ne le blesse avec ses griffes. Mais à cet instant, quelque chose change. Un vent chaud se lève autour d'eux. Les feuilles au sol commencent à tourbillonner, comme aspirées par une petite tornade. Mais le plus étrange est sans doute le comportement du hibou. L'animal n'est pas agressif ou désorienté. Il veut fuir, animé par une peur anormale. Léo finit par le relâcher et retourne à sa voiture. Il s'installe derrière le volant, lance le moteur, allume les phares, et c'est alors qu'il le voit. Une bête massive traverse la route. Elle ressemble à un loup ou à un énorme coyote. Mais elle est décharnée, dépourvue de poils, et marche sur 2 jambes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, avant de lentement tourner la tête vers Léo. Pendant quelques secondes, le temps se fige. Il aperçoit les longues canines de la créature, ainsi que ses yeux injectés de sang. Sur le moment, Léo ne sait pas quoi faire. Il pense à démarrer et à percuter la chose si elle se montre agressive. Cette idée l'aide un peu à se calmer, mais la peur reste bien là. Par chance, il n'aura pas besoin d'aller jusque-là, puisque la créature se contente de partir, comme si rien ne s'était passé. Léo, quant à lui, reste marqué par cette confrontation. Voici sa conclusion. J'ai longtemps gardé cette histoire pour moi. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment arrivé. Et bien sûr, personne ne me croit vraiment. Pourtant, je peux vous
vous assurer que j'étais parfaitement sobre ce soir-là. Mais après ce qu'il a vécu, je crois que Léo a bien mérité de se boire un petit verre. Quant à vous, je tiens à ce que vous restiez parfaitement sobre pour écouter ce qui va suivre. Passons maintenant au témoignage de Expert Increase 6282 que nous allons renommer Ray. L'histoire de Ray a lieu dans les terres agricoles du sud de la Californie. Il est en voiture avec son père, sa sœur et une amie de la famille. Ils empruntent un chemin de terre en pleine nuit, afin de ramener la sœur de Ray chez elle, après avoir mangé au restaurant. Mais la route qu'ils traversent est isolée, et baigne dans une inquiétante obscurité. Dans le ciel, les étoiles scintillent, et leur offrent un spectacle sublime. Pour passer le temps, Ray et sa sœur décident de regarder une carte du ciel sur son téléphone, afin d'identifier les étoiles. Soudain, le père de Ray est pris de panique et fait une embardée sur la route. Ils entendent alors une sorte de grognement bizarre qui fait penser au gémissement d'un chien. Le père de Ray leur dit avoir aperçu une silhouette de couleur blanche qui aurait couru droit sur la voiture. Cependant, il serait parvenu à l'éviter de justesse. Il décrit une créature, grosse comme un pitbull, mais avec un museau d'ours, pâle et sans poils, avec des pieds similaires à ceux d'un humain. Il compare ce qu'il a vu au costume de loup-garou des films à petit budget. De son côté, Ray n'a rien vu car elle regardait son téléphone avec sa sœur. Mais l'amie de la famille a vu quelque chose elle aussi. Elle dit que ça ressemblait à un chien blanc, qui aurait couru dans leur direction. Ray est à la fois effrayé et curieux de savoir à quoi ils ont eu affaire. Son père est catégorique. Il ne s'agissait pas d'un chien ou d'un coyote. Alors, une pensée traverse l'esprit de Ray. Est-il possible qu'ils aient eu affaire à un skinwalker ou à un chupacabra ? Un skinwalker, hein? Dis donc Ray, tu vas pas nous gâcher la surprise du prochain épisode. Quelques jours plus tard, Ray se met à chercher des photos de skinwalker et de chupacabra sur le net. Pour plaisanter, il demande à son père. C'est un truc comme ça que t'as vu ? Il fait défiler les images, jusqu'à ce que le visage de son père se contracte et se fige. Putain, c'est exactement ça. Ray nous précise que son père est un homme calme et peu émotif. Pourtant, c'est bien de la peur qu'il a vue sur son visage à ce moment-là. Plus tard, Ray commence à comparer des cris d'animaux. Chiens, coyotes, loups, rien qui ne correspond à ce qu'il a entendu ce soir-là. Sauf peut-être au hurlement d'une hyène. Cela dit, il n'y a pas vraiment de hyène en Amérique du Nord, et il n'y a pas de zoo ni de réserve naturelle dans sa région. Cependant, la zone qu'il traversait était située entre deux réserves amérindiennes, ce qui l'a d'abord amené sur la piste d'un skinwalker. Et pour qu'on se fasse notre propre opinion, Ray nous propose de jeter un œil à la photo du prétendu chupacabra qu'il a trouvé sur le net. Ouais bon, je veux pas être désagréable, mais je comprends pourquoi ce truc cherche à se faire écraser. Et pour conclure, Ray nous pose une simple question. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une créature similaire ? Je vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas de conseils à vous donner. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est surtout que vous n'en avez pas besoin. Cela dit, s'il vous arrive un jour de croiser le chupacabra, estimez-vous heureux de pas être une chèvre.